Bien, la situation d'évaluation numéro 3, c'est donc l'exercice numéro 11. Et cette situation-là, nous l'avons voulu en deux grandes parties. Donc la partie A, où nous allons étudier d'abord une fonction secondaire, qu'on appelle aussi une fonction auxiliaire, et puis la partie B, où nous allons étudier la fonction principale. Et nous allons voir ensemble quel lien il y a entre les deux fonctions. Alors, la partie A, dont la fonction G définie sur grand R par G de x égale à 2x au cube plus x carré moins 1, qui est donc une fonction polynôme. La première question nous demande de calculer la limite de G en moins l'infini et en plus l'infini. Donc la limite d'un polynôme à l'infini. Deuxième question, il s'agit de calculer la dérivée de G. Et le calcul de la dérivée de G nous permet ensuite de trouver le signe de cette dérivée. Et en fonction de ce signe-là, nous allons avoir les variations de G, puisque les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Voilà pourquoi on nous demande ensuite d'étudier le signe de la dérivée suivant les valeurs de x et de donner les variations de G, puis de dresser son tableau de variations. Puisque dès que nous connaissons les variations d'une fonction, nous pouvons dresser son tableau de variations. La question 4, l'avant-dernière question, donc la question 4, en petit a, on nous demande de montrer que l'équation G de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur grand R. Grand R, donc, qui est l'ensemble des définitions de la fonction G. Petit b, on nous demande de justifier que cette solution alpha-là est comprise entre 0,6 et 0,7. Et la dernière question, on nous demande de déduire le signe de G de x. Mais là, l'énoncé nous a donné le signe de G de x. On nous demande de justifier pourquoi G de x est négatif de moins l'infini à alpha et de alpha à plus l'infini, pourquoi est-ce que G de x est positif. Là, c'était la partie A. La partie B, c'est une fonction rationnelle, je disais, c'est la fonction principale. Elle est définie par f de x égale à x au cube plus x carré plus 1 le tout sur 3x. De représentation graphique C, cette fois-ci. Alors, 1A calcule la limite. Excusez-moi, calcule, c'est à l'impératif présent. Calcule la limite de f à gauche et à droite en 0. Petit b interprète graphiquement le résultat obtenu. Donc, deuxième question. Calcule la limite de f cette fois-ci en moins l'infini et en plus l'infini. 3a calcule f' de x, qui est la dérivée de f de x, puis vérifie que l'expression de f' de x, pour tout x différent de 0, donc pour tout x appartenant à R étoile, grand R étoile, f' de x peut s'écrire sous la forme de g de x égale à 3x, g de x sur 3x au carré. Petit b, on nous demande d'étudier les variations de f, puis de dresser son tableau de variations. Quatrième et dernière question en petit a, on nous demande de démontrer que f de alpha, c'est le 0 de g dans la partie A. On nous demande de montrer que f de alpha est égal à alpha au carré plus 2 tiers de alpha. Et d'en déduire enfin un encadrement de f de alpha d'amplitude 10, 2 fois 10 puissance moins 1. Voilà pour ce qui est de l'énoncé de la situation d'évaluation numéro 3. Nous allons donc passer à la correction de cette situation. Nous allons donc commencer par la partie A. Alors la partie A, la fonction secondaire, qui est la fonction G, est définie par G de x égale à 2x au cube plus x carré moins 1. La première question, on nous a demandé de calculer la limite de G en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, calcul des limites. D'abord en moins l'infini, donc on va dire, ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x au cube plus x carré moins 1. Et comme nous savons que pour calculer la limite d'une fonction polynôme à l'infini, cela revient à calculer la limite de son monombre du plus haut degré.
Ici, le monome de plus haut degré, c'est 2x au cube. Nous allons donc réécrire cette limite en disant que cela revient à calculer la limite en moins l'infini de 2x au cube. Or, lorsque x tend vers moins l'infini, là nous avons un produit de deux fonctions, 2 qui est une constante, et puis x au cube qui est une fonction puissance énième. Donc on va dire, quand x tend vers moins l'infini, 2 étant une constante, 2 reste égal à 2, et quand x tend vers moins l'infini, x au cube, puisque l'exposant de x est impair, là, la limite nous donne moins l'infini. Alors nous pouvons conclure que 2 multiplié par une entité négative, ça va nous donner donc moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x au cube égale à moins l'infini. Nous donnons donc alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x égale à moins l'infini. Et voici le résultat de la première limite. Nous passons à la seconde limite. La limite lorsque x tend vers plus infini de g de x, c'est donc la limite quand x tend vers plus infini. Alors g de x c'est 2x au cube plus x carré moins 1. Nous allons par la même méthode dire que cela revient à déterminer la limite en plus infini de 2x au cube. 2x au cube qui est un produit de deux facteurs, à savoir 2 et puis x au cube. Alors, nous allons rappeler que lorsque x tend vers plus infini, la limite de 2 c'est 2, et que lorsque x tend vers plus infini, eh bien la limite de x au cube, ça nous donne plus infini. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de 2x au cube, on va dire donc 2 multiplié par une entité positive, nous donne également plus infini. Alors, nous pouvons conclure pour dire que la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x égale à plus infini. Par conséquent, voilà la limite que nous devons avoir. La question suivante, c'est de calculer la dérivée de la fonction g. Donc, nous allons marquer calcul de g' de x. Nous allons dire que pour tout x appartenant à grand R, la fonction g est dérivable et nous avons g' de x égale à la dérivée de 2x au cube plus x carré moins 1. Donc, la dérivée de toute cette expression, qui est en réalité un polynôme, donc une somme algébrique de plusieurs monomes. Alors, cela revient à calculer la dérivée, la somme des dérivées respectives de chacun de chacun des termes, de chacun des monomes. Donc, la dérivée de 2x au cube, ça va faire donc 2 multiplié par la dérivée de x au cube, qui est 3x au carré, plus la dérivée de x carré qui est égale à 2x. Alors, la dérivée de 1 qui donne 0, donc moins 0. Ce qui nous donne ensuite 2 fois 3, ça fait 6x au carré, 2 fois 3x carré, donc plus 2x. Voici donc l'expression de g' de x. Alors, nous pouvons nous arrêter là pour l'expression de g' de x. À la question 3A,
on nous demande d'étudier le signe de G' de X suivant les valeurs de X. Donc, on dit étude du signe de G' de X. Alors, nous allons pour cela déterminer les zéros de G' de X. Parce que nous avons vu en seconde et en première que pour pouvoir déterminer le signe d'une fonction, il est nécessaire de connaître le ou les zéros de cette fonction. Alors nous allons factoriser donc G' de X. Alors, nous constatons que 2 est un facteur commun aux deux termes, puisque 6 est un multiple de 2, et x est également un facteur commun. Donc nous allons mettre 2 fois x en facteur, donc 2x en facteur, 2x multiplié par donc 3x, c'est ce qui nous donne 6x au carré, 2x multiplié par 1, c'est ce qui va nous donner 2x. Donc voici la nouvelle expression de G' de x, ce qui fait que nous pouvons déterminer les zéros de G' de x en résolvant l'équation G' de x égale à 0. Donc, nous allons dire, donc, G' de x égale à 0. Cela revient à dire que 2x facteur de 3x plus 1 égale à 0. Or, le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des deux facteurs est nul. Nous allons pour cela dire que 2x égale à 0 ou bien 3x plus 1 égale à 0. Ce qui revient à dire enfin ensuite que x égale à 0 ou bien 3x égale à moins 1 et en fin de compte, nous allons dire que x égale à 0 ou bien x égale à moins 1 tiers. Voici donc les zéros de G' de x. Voilà. Et nous allons dresser un tableau de signes, donc le tableau de signes de G' de x pour donner le signe de G' de x. Donc je vais écrire tableau de signes de G' de x. Alors, c'est un tableau à deux lignes. Sur la première ligne, c'est donc l'ensemble de définitions de la fonction g, donc qui est R parce que la fonction g est un polynôme. Et la deuxième ligne, c'est le signe de G' de x. Nous allons écrire simplement G' de x, ça sous-entend que c'est le signe que nous allons mentionner. Et donc, nous allons effectivement également faire figurer les zéros de la dérivée, lesquels zéros sont 0 et moins 1 tiers. Nous allons les placer par ordre croissant. Et moins 1 tiers est plus petit que 0. Donc nous allons le marquer là. Et puis ici 0. Alors, donc pour x égale à moins 1 tiers, G' de x égale à 0. Et pour x égale à 0, G' de x égale également à 0. Et comme G' de x est un polynôme de second degré, nous avons vu en première que lorsque un polynôme de second degré admet deux zéros distincts, comme c'est le cas ici, pour avoir son signe, eh bien son signe va être déterminé par le coefficient du terme de degré 2, à savoir le coefficient, la valeur 6 ici. Et lorsque nous sommes à l'intérieur des deux zéros, nous avons l'opposé, le signe opposé du signe de coefficient de x carré. Donc, comme le coefficient de x carré qui est 6 est positif, donc à l'intérieur de 0, 2 0, nous allons avoir le signe négatif. Et à l'extérieur, nous avons le signe positif, le signe, à savoir le signe du coefficient de x au carré. Voici donc le signe. Et nous allons marquer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 1 tiers, union, l'intervalle ouvert à 0, ouvert à plus infini, eh bien, G' de x est strictement positif. Et lorsque
x appartient à l'intervalle moins ouvert moins 1 tiers ouvert 0, g' de x est inférieur strictement à 0. Voici donc pour ce qui est du signe de la dérivée. L'on demande ensuite de donner les variations de g et de dresser son tableau de variations. Nous avons vu également en première que les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Or, nous venons de voir ici que la dérivée est positive sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins 1 tiers, et sur l'intervalle ouvert à 0, ouvert à plus l'infini. Nous dirons simplement que sur chacun de ces deux intervalles, la fonction g est strictement croissante. Donc, on va dire que g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins 1 tiers, et sur l'intervalle ouvert à 0, ouvert à plus l'infini. Donc, on va dire petit b, les variations de g. Donc, on va dire que g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert moins 1 tiers. Attendez que j'écris ça de ce côté pour que l'on voit bien les bornes de l'intervalle. Alors, je vais sur l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert moins 1 tiers, et sur l'intervalle ouvert 0, plus infini. Ensuite, g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 tiers, ouvert à 0. Voici donc les variations de la fonction g. Et c'est à partir de ces variations-là que nous allons dresser le tableau de variation de la fonction g. Donc, passons à présent à la question, au deuxième volet de la question B. Donc, je vais effacer ici pour variation. Le tableau de variation de la fonction g. Alors, le tableau de variation d'une fonction, je le rappelle à toutes fins utiles, comporte 3 lignes. La première ligne, c'est l'ensemble de définitions de la fonction. Donc, notre fonction étant une fonction polynôme, elle est définie sur grand R, donc de moins l'infini à plus l'infini. La seconde ligne, c'est le signe de la dérivée de notre fonction. Et comme la fonction, la dérivée admet 2 zéros que nous avons vu précédemment, nous rappelons les 2 zéros par ordre croissant, bien sûr, moins 1 tiers et 0. Et on a dit que pour x égale à moins 1 tiers ou x égale à 0, g' de x égale à 0, et le signe est positif à l'extérieur de 2 zéros, pendant qu'il est négatif à l'intérieur. Et la troisième ligne, ce sont les variations de g. Alors, sur l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 1 tiers, nous venons de voir que la fonction g est strictement croissante. Et nous allons donc mentionner la limite. Nous avons trouvé que la limite de g à moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, je le rappelle. Et puis, la fonction est croissante jusqu'à l'image de moins 1 tiers, comme que nous allons marquer tout à l'heure. Ensuite, elle décroît puisque la dérivée est négative jusqu'à l'image de 0. L'image de 0, ça fait 2 fois 0 au cube plus 0 au carré. Donc, ça fait 2 fois 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, voilà, ça, nous pouvons obtenir rapidement. Et la limite en plus infini, nous avons vu tout à l'heure que c'est plus infini. Alors, nous devons calculer G de moins 1 tiers. Lorsque nous calculons G de moins 1 tiers, nous obtenons
Oh, excusez-moi. Ok, nous obtenons moins 26 sur 27. Alors, nous devons faire figurer ce calcul-là juste à côté du tableau. Voilà, soit juste en dessous du tableau ou à droite du tableau. Nous devons donc calculer G de moins 1 tiers, ce qui nous donne 2 facteurs de moins 1 tiers élevé au cube, plus moins 1 tiers élevé au carré, moins 1. Et lorsque nous faisons le tout le calcul, nous obtenons moins 26 sur 27. Donc, je vais marquer ici, moins 26 sur 27. Voilà l'image de moins 1 tiers par la fonction G. Alors, la question qui suit, c'est la question numéro 4 maintenant. La question numéro 4, on nous demande de montrer que l'équation G de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur grand R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc sur tout l'ensemble de définitions de la fonction G, variation. Le tableau de variation de la fonction G. Alors, le tableau de variation d'une fonction, je le rappelle à toutes fins utiles, comporte 3 lignes. La première ligne, c'est l'ensemble de définitions de la fonction. Donc, notre fonction étant une fonction polynôme, elle est définie sur grand R, donc de moins l'infini à plus l'infini. La seconde ligne, c'est le signe de la dérivée de notre fonction. Et comme la fonction, la dérivée admet 2 zéros que nous avons vu précédemment, nous rappelons les 2 zéros par ordre croissant, bien sûr, moins 1 tiers et 0. Et on a dit que pour x égale à moins 1 tiers ou x égale à 0, G prime de x égale à 0, et le signe est positif à l'extérieur de 2 zéros, pendant qu'il est négatif à l'intérieur. Et la troisième ligne, ce sont les variations de G. Alors, sur l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 1 tiers, nous venons de voir que la fonction G est strictement croissante. Et nous allons donc mentionner la limite. Nous avons trouvé que la limite de G en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, je le rappelle. Et puis, la fonction est croissante jusqu'à l'image de moins 1 tiers, comme que nous allons marquer tout à l'heure. Ensuite, elle décroît puisque la dérivée est négative jusqu'à l'image de 0. L'image de 0, ça fait 2 fois 0 au cube plus 0 au carré. Donc, ça fait 2 fois 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, voilà, ça, nous pouvons obtenir rapidement. Et la limite en plus infini, nous avons vu tout à l'heure que c'est plus infini. Alors, nous devons calculer G de moins 1 tiers. Lorsque nous calculons G de moins 1 tiers, nous obtenons excusez-moi, ok, nous obtenons moins 26 sur 27. Alors, nous devons faire figurer ce calcul-là juste à côté du tableau. Voilà, soit juste en dessous du tableau ou à droite du tableau. Nous devons donc calculer G de moins 1 tiers, ce qui nous donne 2 facteurs de moins 1 tiers élevé au cube, plus moins 1 tiers élevé au carré, moins 1. Et lorsque nous faisons le tout le calcul, nous obtenons moins 26 sur 27. Donc, je vais marquer ici, moins 26 sur 27. Voilà l'image de moins 1 tiers par la fonction G. Alors, la question qui suit,
C'est la question numéro 4 maintenant. La question numéro 4. On nous demande de montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur grand R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc sur tout l'ensemble de définitions de la fonction g, voilà, donc ce nombre est unique sur l'ensemble R. Ça veut dire que partout ailleurs, ce n'est pas possible, si ce n'est que sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit d'observer le tableau de variation très attentivement pour constater avec moi que de moins l'infini à moins un tiers, les images partent de moins l'infini jusqu'à moins 26 sur 27, qui est un nombre réel négatif. Ça veut dire que sur l'intervalle, sur le premier intervalle de moins l'infini à moins un tiers, les images par G, les images de x par G restent négatives. Et de moins un tiers à 0, ces images-là diminuent de valeur en passant de moins 26 sur 27 à moins 1. Et ces images restent toujours négatives. Et maintenant, de 0 à plus infini, les images passent de moins 1 jusqu'aux valeurs positives en allant vers plus infini. Cela veut dire simplement que la fonction va s'annuler quelque part avant de passer aux valeurs positives. Alors nous allons dire que nous allons scinder l'intervalle en 3 sous-intervalles, à savoir voilà, les 3 intervalles que nous avons vus tout à l'heure, de moins l'infini à moins un tiers, de moins un tiers à 0 et de 0 à plus infini. Et déterminer l'image de chacun de ces intervalles et montrer que 0 appartient oui ou non à ces images-là. Alors, nous allons voir ici, c'est la question numéro 4. A. Montrons que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur grand R. Alors, nous allons dire premièrement que l'image de l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins un tiers, puisque sur cet intervalle-là, la fonction est strictement croissante, ça va donc nous donner la limite de g de x quand il tend vers moins l'infini. L'intervalle ouvert à la limite quand il tend vers moins l'infini de g de x est ouvert en la limite quand il tend vers moins un tiers par valeur inférieure de g de x. Or, d'après le tableau de variation, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, ça nous donne moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins un tiers de g de x par valeur inférieure, comme la fonction est définie en moins un tiers, ça nous donne donc l'image de moins un tiers, ce qui correspond à moins 26 sur 27. Donc l'image de ce premier intervalle-là, c'est l'intervalle par G, c'est l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins 26 sur 27. Vous constatez que cet intervalle-là, tous les termes, tous les nombres étant négatifs, 0 ne peut pas appartenir là. Donc on va dire, oh, 0 n'appartient pas à cet intervalle. Image. Donc, l'équation g de x égale à 0 n'admet pas de solution sur le premier intervalle, à savoir l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins un tiers. Nous faisons la même chose sur le second intervalle. Nous allons dire que l'image de cet intervalle, à savoir l'intervalle ouvert moins un tiers, ouvert 0, c'est sur cet intervalle-là, sur le second intervalle, la fonction est décroissante. Donc, nous allons intervertir les bornes de l'intervalle image. Ça va nous donner donc la limite
l'intervalle ouvert à la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de g de x et ouvert à la limite quand x tend vers moins 1 tiers par valeur supérieure de g de x. Quand x tend vers 0 par valeur inférieure, la limite ça fait donc g de 0, ce qui fait l'intervalle ouvert à moins 1. Et la limite quand x tend vers moins 1 tiers par valeur supérieure, ça fait moins 26 sur 27. Voilà. Et nous allons dire également que puisque 0 n'appartient pas, donc comme 0 n'appartient pas à cet intervalle, parce que là vous voyez que la borne inférieure est négative et la borne supérieure également est négative. Donc on ne peut pas avoir 0 dans cet intervalle. Donc comme 0 n'appartient pas à cet intervalle, alors pour les mêmes raisons, donc l'équation g de x égale à 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle de départ, qui est l'intervalle ouvert moins 1 tiers ouvert 0. Enfin, nous allons considérer le dernier intervalle, à savoir l'intervalle. On va donc écrire que l'image par G de l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, puisque sur cet intervalle, la fonction G est strictement croissante, les bornes de l'intervalle image vont être rangées dans le même ordre que, n'est-ce pas, les bornes de l'intervalle antécédent. Donc, on va dire que ça va nous donner la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x est ouvert à la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. D'après le tableau de variation, nous constatons que la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x, c'est égal à g de 0, ce qui nous donne moins 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, ça nous donne plus infini. Voilà, donc je vais réécrire l'image par g de l'intervalle ouvert 0 plus infini est égal à l'intervalle ouvert moins 1 plus infini. Et vous constatez avec moi que avant de passer des valeurs négatives aux valeurs positives et tendre vers plus infini, la fonction g va passer par 0. Et on va rappeler que or 0 appartient à cet intervalle image, alors l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant donc, voilà, à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, nous avons vu dans les deux premiers cas, les deux premiers intervalles là, l'équation g de x égale à 0, cette équation-là, nous avons vu que, alors, ici, elle n'admet pas de solution sur l'intervalle que voici, sur le premier intervalle. L'équation g de x également n'admet pas de solution sur le second intervalle. Mais elle admet une seule solution sur le troisième intervalle. On va donc dire qu'au total, ou en résumé, sur l'ensemble des définitions, donc sur l'intervalle ouvert moins l'infini ouvert plus infini qui représente grand R, l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution alpha qui est sur l'intervalle, précisément sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc on va dire en conclusion, l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution, mais une unique solution alpha sur grand R. Voilà pour ce qui est de cette question. Et
avant de finir avec la question B, la question 4, donc c'est le second volet, voilà, on nous dit, pour finir avec cette question, on nous demande de montrer, de vérifier que alpha est compris entre 0,6 et 0,7. C'est là que nous allons faire appel au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, nous allons dire que justifions que alpha est compris entre 0,6 et 0,7. On dit ici que l'intervalle ouvert 0,6 et ouvert 0,7 est inclus dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Ce qui veut dire simplement que tout ce qui est valable, ou tout ce que nous avons vu qui était valable sur l'intervalle ouvert à 0 plus infini, nous avons dit que là-bas, sur cet intervalle-là, la fonction g est strictement croissante et le temps continu. Alors, ce sera la même chose sur le petit intervalle qui est l'intervalle ouvert 0,6 ouvert à 0,7. Alors, en plus de cela, nous allons donc calculer l'image de 0,6 par g et comparer le signe de cette image-là à celui de l'image de 0,7 par g. Nous allons calculer donc chacune des images. Alors, nous allons garder ce tableau pour la question 5 parce qu'on nous demande de trouver le signe de g de x. Nous en avons besoin. Donc, je vais effacer ici. Sur l'intervalle, nous avons déjà dit que, voilà, donc, de plus, voilà, plutôt de plus. Donc, en plus de cette inclusion du petit intervalle là, voilà, de plus, nous avons l'image de 0,6 par la fonction g. Alors, nous avons obtenu cette image-là. Nous allons vous la donner la valeur approximative. Excusez-moi. Voilà. On n'est pas que nous nous trompons. Alors, pour le vérifier, l'image de 0,6 par g nous donne exactement moins 0,208, qui est une valeur négative. Et l'image de 0,7 donne exactement 0,176, qui est, quant à elle, une valeur positive. Et donc, nous allons dire, comme G de 0,6 et G de 0,7, c'est-à-dire l'image de 0,6 et l'image de 0,7 sont des signes contraires. Pour écrire cela en mathématiques, nous allons dire que l'image de 0,6 multiplié par l'image de 0,7 est négatif. Puisque nous avons vu que le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Alors, puisque c'est le cas, alors nous pouvons conclure que alors alpha est compris entre 0,6 et 0,7. Voilà ce que nous obtenons comme déduction, j'allais dire justification de l'appartenance d'alpha à 0,6 et 0,7. Donc ça se fait à partir du théorème des valeurs intermédiaires. Et la cinquième et dernière question au niveau de cette première partie, donc la partie A, concerne le signe de g de x. Bon, ici, on pourrait vous demander d'étudier le signe de g de x suivant les valeurs de x. Bon, malheureusement, pour quelqu'un qui ne trouve pas ce signe, il ne peut pas continuer dans la partie B parce que le signe de g de x va intervenir dans l'étude du signe de la dérivée de la fonction principale de la partie B. Voilà pourquoi, maintenant, pour ne pas pénaliser les apprenants, nous préférons donner le signe de g de x et nous leur demandons de justifier le pourquoi. Voilà, donc, nous allons le faire ensemble. Et le fait que nous ayons pu positionner alpha dans le tableau de variation de G nous permet de scinder ce tableau-là en deux grands sous-intervalles. On va faire comme ça. Voilà. Le premier grand intervalle sous-intervalle, c'est de moins l'infini à alpha et le second, c'est de alpha à plus infini. Alors, nous allons déterminer l'image de l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à alpha par G, et ensuite l'image de l'intervalle ouvert à alpha, ouvert à plus infini. Donc, on va dire
cette question, on peut résumer simplement en disant le signe de g de x. Alors nous allons dire que l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini ouvert en alpha, alors, comme je l'ai dit la dernière fois, pour la lecture dans le tableau de variation, le tableau de variation peut être assimilé à un repère où nous avons l'axe des abscisses, donc l'axe OX, et puis l'axe des ordonnées, l'axe OJ. Sur l'axe des abscisses, nous lisons les valeurs de la gauche vers la droite dans l'ordre croissant, et sur l'axe des ordonnées, pour aller dans l'ordre croissant, c'est du bas vers le haut. Donc, pour déterminer l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini ouvert alpha, nous allons parcourir cet intervalle-là, donc du bas vers le haut, et nous constatons que la valeur la plus basse, c'est moins l'infini, et la valeur la plus haute, ce n'est pas moins 26 sur 27, c'est plutôt 0. Donc, l'image de cet intervalle qui part du moins l'infini à alpha va être l'intervalle qui part du moins l'infini à 0. Donc, ça nous donne l'intervalle ouvert à moins l'infini, 0. Et nous disons donc que si un nombre x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini ouvert en alpha, alors g de x, lui, il appartient à l'intervalle image, qui est l'intervalle ouvert à moins l'infini 0. Or, tout nombre appartenant à cet intervalle est négatif, donc nous allons dire que pour cette raison-là, g de x est négatif. Ensuite, l'image de l'intervalle ouvert à alpha ouvert à plus infini, ici, comme la fonction est strictement croissante sur cette partie, tout à l'heure nous avons procédé par balayage parce que la fonction n'était pas monotone. Elle est croissante, décroissante, ensuite croissante. Donc, voilà pourquoi nous avons procédé par le balayage. Alors ici, dans le dernier cas, sur l'intervalle ouvert à alpha ouvert à plus infini, la fonction est strictement croissante. Nous allons donc dire, comme elle est continue, nous allons donc dire que l'image de cet intervalle, c'est la limite, donc l'intervalle ouvert à la limite, quand x tend vers alpha par valeur supérieure de g de x, et ouvert à la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Or, quand x tend vers alpha, g de x tend vers 0. Donc, ça me fait 0. Et quand x tend vers plus infini, g de x tend vers plus infini aussi. Donc, l'image de cet intervalle, de l'intervalle ouvert à alpha, ouvert à plus infini par g, et l'intervalle ouvert à 0, ouvert à plus infini. Nous allons donc écrire que si x appartient à l'intervalle ouvert alpha plus infini, son image appartient quant à elle à l'intervalle ouvert 0 plus infini, c'est-à-dire que son image est positive. Et nous allons conclure ou dire que pour tout x appartenant à cet intervalle-là, l'intervalle ouvert à moins l'infini ouvert à alpha, g de x est de signe négatif. Et lorsque x appartient à l'intervalle ouvert à alpha ouvert à plus infini, g de x est positif. Donc, conclusion, nous allons dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini ouvert alpha, g de x est négatif. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus infini, g de x est positif. Voilà pour ce qui concerne la question numéro 5 de la partie A. Je mets donc fin à cette première partie. Et je récapitule, je résume pour dire que cette question-là, généralement, est posée dans cette partie comme dernière question pour vous annoncer que, pour vous montrer, pour vous prévenir que, attention, la dérivée de la fonction principale va contenir, son expression va contenir g de x. Et donc, il vous faut connaître le signe de g de x ici pour pouvoir déduire le signe de f' de x et puis trouver ses variations et son tableau de variation. Voilà ce qui nous permet de finir avec la partie A. Merci beaucoup.